Je ne suis pas du genre à faire des scènes. Je ne crie pas, je ne casse rien. J'essaie d'être juste. C'est ce qui rend toute cette histoire encore plus pénible. Je m'appelle Lucas, j'ai 42 ans. Je suis marié à Camilla depuis presque 10 ans. Nous vivons à Missoula, dans le Montana. Pas d'enfant, ce qui me semble maintenant un sacré miracle. Elle travaille à temps partiel dans une clinique et je gère des équipes de construction. On s'en sortait plutôt bien. La maison était payée, les revenus étaient stables. Rien de spécial, mais c'était solide. Il y a environ 4 ans, j'ai acheté un petit chalet près du lac Flathead. Il était à moi, tout mon argent. Je l'avais acheté avant même notre mariage. Je voulais un endroit où je pourrais pêcher, respirer, sans entendre la circulation ni subir les ennuis de qui que ce soit. J'ai travaillé dur pour cet endroit. C'était mon coin. J'emmène Camilla là-bas parfois, mais honnêtement, elle ne s'y est jamais autant attachée que moi. Elle aimait les hôtels, le wifi, les brunchs. Pourtant, j'ai toujours dit que c'était à nous quand j'en parlais, juste pour être gentille. Je ne pensais pas que ça me retomberait dessus. Puis l'hiver est arrivé, il y a 2 ans. Son père, Sébastien, a perdu son emploi. Un cabinet comptable l'a licencié. Sa mère, Lassie, ne travaillait pas beaucoup. Elle travaillait un peu pour des foires artisanales, mais rien de grave. Soudain, ils se sont retrouvés dans le pétrin. Ils n'avaient plus les moyens de payer leur appartement à Spokane. Leur carte de crédit était au maximum. Sébastien parlait de passer l'hiver dans un motel. Camilla est venue me voir un soir en pleurs. « Lucas » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont juste besoin de temps. » Je l'ai regardée, essayant de garder mon sang-froid. « Cam, je comprends, mais ce chalet est à moi. Je l'ai acheté avec mon argent. » Elle s'est essuyé les yeux, désespérée. « Je sais, mais s'il te plaît, juste pour cette fois, on peut écrire quelque chose. Quelque chose de temporaire. Ils ne resteront pas éternellement. » J'ai soupiré et me suis passé la main dans les cheveux. « D'accord. Mais ils signent un accord temporaire. Je l'écrirai moi-même. Ils peuvent rester pendant la rentrée d'hiver, mais ils doivent partir avant mai, à moins que nous ne soyons tous les deux d'accord pour prolonger. Pas de changement majeur, et la propriété reste légalement la mienne. » Elle hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Je suis allé voir mon pote Richard et j'ai fait certifier la propriété. Ce n'était pas luxueux, mais c'était juridiquement valable. Camilla a levé les yeux au ciel quand j'ai évoqué le sujet. « Ce ne sont pas des inconnus » a-t-elle dit. « C'est juste pour un petit moment. » J'aurais dû écouter mon instinct sur le moment. Bref, ils ont emménagé vers la mi-novembre. Je suis resté la plupart du temps à l'écart, pour leur laisser leur espace. J'étais occupé au travail et je pensais leur rendre visite au printemps. De temps en temps, je demandais comment ça allait. Camilla disait des trucs comme « Oh, ils ont repeint la chambre d'amis. C'est plus joli maintenant. Papa répare les marches du porche. Maman a remplacé quelques rideaux. » Tout ça me semblait anodin. Je n'y ai pas prêté attention. Puis avril est arrivé. J'avais un samedi de libre et j'ai décidé de venir en voiture juste pour la journée. Je n'ai rien dit à Kama. Je voulais leur faire la surprise. Peut-être pêcher un peu. J'avais apporté de la bière, des encas et ma vieille boîte à pêche. Dès que je suis arrivé dans l'allée, j'ai senti quelque chose d'anormal. Il y avait un nouveau portail avec un digicode, pas de serrure. Je leur ai donné un portail en métal. Je n'ai pas approuvé. Ça m'avait déjà énervé. Je me suis approché de la porte d'entrée, j'ai sorti ma clé, et elle ne fonctionnait pas. Ils avaient changé les serrures. J'ai frappé. Pas de réponse au début. J'ai frappé plus fort. Finalement, la porte s'est ouverte. Sébastien est resté planté là, comme s'il n'était même pas surpris de me voir. Il s'est juste appuyé contre le chambranle et a dit « Tu aurais dû appeler avant. » J'ai demandé « Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma clé ?» Il a souri de ce sourire suffisant. « On a fait quelques changements, » a-t-il dit. Je suis entré. Il n'a pas essayé de m'en empêcher, mais il ne s'est pas vraiment écarté non plus. Lassie était dans la cuisine comme si elle était chez elle. Camilla est sortie du couloir quelques secondes plus tard. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. « C'est toujours une propriété familiale » a-t-elle dit comme si ça suffisait.
Je l'ai ignoré et j'ai traversé les lieux. Les meubles étaient différents. Mon fauteuil, le fauteuil inclinable que j'avais acheté avec ma première prime, avait disparu. Ils ont remplacé les tapis, les œuvres d'art. Les photos au mur étaient toutes de moi. Aucune de moi, pas une seule. Je suis allé dans le coin bureau. C'est là que j'ai perdu le fil. Ils avaient un gros classeur étiqueté « Propriété Doc Flatéade ». À l'intérieur, il y avait des factures de services publics, des reçus, et puis, je jure devant Dieu, un faux acte de propriété. Un faux document montrant que le chalet appartenait uniquement à Camilla. Ils ont même imprimé un faux contrat avec des gribouillis et des puces disant des trucs comme « Toute la famille a les mêmes droits et est gérée par Sébastien et Lassie comme si c'était un comité ». J'ai regardé Sébastien d'une voix basse mais sèche. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il a juste haussé les épaules. On a juste mis les choses en ordre. Tu n'avais pas l'air de t'en soucier. Camilla a ajouté, assise sur la coudoir comme si c'était un talk-show. Tu as toujours dit que c'était un endroit familial. On le concrétise, c'est tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je suis juste parti. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. À mon retour, je suis allé directement à mon coffre-fort ignifuge. J'ai sorti l'acte original, avec seulement mon nom dessus. J'ai sorti l'acte notarié signé par ses parents. J'ai relu chaque ligne, même si je savais déjà ce qu'il disait. Puis j'ai fait des copies de tout. Je les ai envoyées avec une lettre à la seule personne qu'elle n'attendrait pas, l'oncle de Camilla. C'est le frère aîné de sa mère, avocat immobilier à Cure-de-l'Âne. Aiguisé comme un couteau. Je l'ai rencontré une fois, peut-être deux. Il était direct, et n'aimait ni Sébastien ni Lassie. J'avais entendu des histoires lors de barbecues, de vieilles querelles familiales. Ça ne m'importait pas sur le moment, mais maintenant c'était un moyen de pression. Dans ma lettre, j'écrivais, ils essaient de s'emparer d'un bien qui ne leur appartient pas, j'ai joint l'acte original et le contrat qu'ils ont signé. Je voulais que quelqu'un de la famille voie ça avant d'engager des poursuites judiciaires. C'était tout. Pas de menaces, juste des faits. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était l'oncle de Camilla. Ses mots exacts. Oh, j'attendais quelque chose comme ça. Pas de bavardage, pas de fausse politesse, juste droit au but. Il a posé quelques questions. J'ai répondu à tout le monde avec des reçus, des photos, le contrat signé, le vrai acte, et même une photo de moi devant le chalet le jour de l'achat. Il ne m'a pas seulement cru. Il voulait me croire. Apparemment, il avait un passé avec Sébastien et Lassie. Tes beaux-parents ont tenté ce genre de bêtises il y a des années. Il m'a dit qu'il s'était infiltré dans la propriété de la tante de Lassie et avait essayé de la convaincre d'ajouter leur nom à une ferme dans l'Idaho. J'ai vite mis fin à l'affaire. Je lui ai demandé, pouvez-vous m'aider? Il a dit, j'en profiterai à chaque seconde. Le jour même, il leur a envoyé une lettre recommandée, une mise en demeure, exigeant la libération immédiate du logement, les avertissant qu'ils avaient violé les termes d'un contrat signé. Il a joint l'acte authentique et leur a dit qu'ils étaient désormais en violation de propriété. Ça a mis le feu aux poudres. Le lendemain, Camilla a fait exploser mon téléphone. J'ai ignoré tous les appels. Finalement, j'ai décroché vers 21h. Elle hurlait avant même que je la salue. Tu as menacé ma famille de poursuites judiciaires. Elle a crié. Je suis resté calme et j'ai dit qu'ils avaient rompu le contrat. Elle a riposté. Ils essayaient juste de faire en sorte que ce soit comme à la maison. Ce n'est pas un bien insignifiant, Lucas. Ça fait partie de la famille. Je le lui ai dit sans détour. Ça n'a jamais fait partie de ta famille. C'était à moi. Je l'ai acheté. Payé pour chaque centimètre carré. Tu n'as jamais mis un seul parfum. Ton nom n'était sur aucun papier. Puis elle a laissé tomber ce mot qui a finalement tout clarifié. Si tu avais laissé tomber, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai raccroché. Ce soir-là, elle est rentrée furieuse, a jeté ses clés sur le comptoir, a claqué la porte du frigo et m'a accusé d'essayer de détruire sa famille. Je suis resté calme. Tu as menti. Tu as essayé de me voler. Ce n'est pas une famille. Elle s'est mise à pleurer. Je ne savais pas ce que Sébastien et Lassie faisaient, a-t-elle dit. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Elle est restée là, dans le chalet, et a souri quand j'ai vu les faux documents. Elle m'a regardé les lire comme si c'était une blague.
Les semaines suivantes, la situation n'a fait qu'empirer. Richard a envoyé un avis d'expulsion officiel. Ils avaient 14 jours pour quitter les lieux ou comparaître devant le tribunal. Au lieu de faire leurs valises, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont déposé une plainte auprès du greffier du comté de Flathead pour enregistrer leurs faux documents comme un transfert de titre valide. Richard l'a immédiatement remarqué. Il a déposé une injonction et leur a envoyé un avertissement. S'ils continuaient, ils seraient accusés de fraude. Puis, cette partie m'a sidéré. Ils essaient de jouer les sales tours. Sébastien a déposé une ordonnance restrictive contre moi, affirmant que je y s'étais présenté au chalet en menaçant de recourir à la violence et en essayant de les intimider pour qu'ils partent. Il disait craindre pour sa sécurité et celle de la scie. Un mensonge éhonté. Je n'avais jamais élevé la voix ni touché qui que ce soit. Richard a mis fin à l'affaire en moins de 48 heures grâce à des photos, des eurodatages et des copies de mes courriers électroniques prouvant que je n'avais plus jamais repris contact après cette visite. Mais à ce moment-là, j'en avais assez de me défendre. J'ai dit à Richard, je veux d'abord engager des poursuites pénales au civil. Il a dit, bien. Il s'en tire impunément avec ce genre de conneries depuis trop longtemps. Camilla a commencé à se comporter bizarrement. Silencieuse, réservée. Puis, un soir, je l'ai vue faire sa valise. J'ai demandé, où vas-tu? À mes sœurs, elle a répondu, je ne peux pas être près de toi pendant que tu déchires ma famille. Je lui ai répondu sans détour, tu devrais y aller, je ne m'arrêterai pas, elle est partie. Je n'ai pas essayé de l'en empêcher. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification d'un avocat. Elle en avait engagé un pour se renseigner sur les lois sur la communauté de biens du Montana. C'est là que j'ai compris. Camilla ne courait pas chez sa mère. Elle se préparait à réclamer la moitié du chalet, affirmant que nous étions mariés et qu'il fallait le partager. J'ai tout donné à Richard. Il a ri. Tu l'as acheté des années avant le mariage. Il a dit, tu l'as payé avec ton argent et il n'appartient qu'à toi. Elle n'a pas de dossier, mais elle a quand même essayé. Son avocat a porté plainte, arguant que le chalet était devenu les biens matrimoniaux, car nous les avions utilisés ensemble pendant le mariage. Ils ont dit que Camilla avait investi son énergie émotionnelle dans cet espace, qu'elle le considérait comme un bien commun. Richard n'a même pas bronché. Il a répondu avec 43 pages de documents, de reçus, de délais, et ses propres textos, des messages comme « votre chalet » et le contrat signé par ses parents. L'affaire a été classée sans suite. Pendant ce temps, Sébastien et Lassie ont finalement déménagé. Pas discrètement. Ils ont laissé des déchets partout, arraché des tringles à rideaux, laissé de la nourriture pourrir dans le réfrigérateur. Ils ont même peint, gros pious comme, sur le mur du garage à la bombe de peinture. Je suis arrivé en voiture et j'ai pris des photos du désordre. Richard les a inclus dans la demande d'indemnisation. 2 jours plus tard, Camilla m'a envoyé un texto, ça valait le coup? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas encore terminé. Après avoir constaté les dégâts causés au chalet, Richard nous a conseillé de demander réparation, une action en dommages et intérêts. Il a dit que ce n'était plus seulement une question d'argent. C'est comme ça qu'on les empêche de faire ça à quelqu'un d'autre, m'a-t-il dit. J'ai accepté. Nous avons déposé une demande d'indemnisation. Pour dommages matériels intentionnels, falsification de documents, frais juridiques et intrusion. Au total, le montant s'élevait à un peu plus de 42 000 $. Richard a dit que ça allait leur foutre la trouille. Je l'espérais, mais honnêtement, j'espère aussi qu'ils se présenteraient au tribunal. S'ils le faisaient, je voulais les regarder tous dans les yeux lorsque le juge lirait mon nom sur l'acte authentique. Mais avant même d'en arriver là, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Richard m'a appelé un matin, l'air presque amusé. Tu ne vas pas me croire. Il m'a dit, votre femme vient de déposer une demande d'ajout de son nom sur l'acte de propriété de la cabane. Elle a prétendu que c'était une erreur. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qu'elle a soumis comme acte de réclamation rapide et falsifiée? Évidemment, Richard a dit, elle l'a déposé auprès du greffier du comté, en disant que la propriété devait être aux 2 noms. Je n'ai pas pu parler une seconde. Elle a vraiment déposé ça. J'ai finalement dit, oui. Elle l'a signé elle-même. Notarié par une certaine Becky Alvarez. Vous voulez deviner qui c'est? J'ai dû m'asseoir. Becky Alvarez était la plus jeune cousine de Camilla, elle venait d'avoir 23 ans.
J'avais vu son message sur l'obtention de sa licence de notaire en ligne. Camilla l'a entraîné dans cette affaire. Richard l'avait déjà signalé. Il a également contacté Becky, lui disant qu'elle avait 48 heures pour retirer la fausse notariation et coopérer, sous peine de complicité. Becky a immédiatement cédé. Elle a pleuré au téléphone, disant apparemment que Camilla l'avait supplié de signer et lui avait dit que c'était juste pour régler la paperasse. Ce changement a tout changé. Ce n'était plus seulement une dispute familiale houleuse. C'était maintenant un dépôt de dossier. Faux document auprès du comté, pression sur un notaire pour une cabane. Richard m'a dit sans détour, ça ira au procureur si on insiste. Tu es prête? Je lui ai répondu que oui. J'ai commencé à me préparer pour le tribunal. On était à quelques semaines du procès civil pour dommages et intérêts. Et maintenant, Camilla et ses parents risquaient aussi d'être poursuivis au pénal. Mais ce n'était même pas le coup de théâtre. Non, le coup de théâtre venait de quelqu'un qui était resté silencieux tout le temps. Quelqu'un que j'avais oublié était même impliqué dans le tableau. La sœur de Camilla, Mel. Elle m'a appelé un soir, comme par magie. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Elle avait toujours gardé ses distances. Pas impolie, juste pas impliquée. Mais elle m'a appelé et m'a dit, « J'ai besoin de te parler en personne. » On s'est rencontrés dans un café à Missoula. Elle avait l'air épuisée, n'a même rien commandé, s'est juste assise et a regardé la table. Puis elle a dit, « Il prépare ça depuis l'année dernière. » Je suis resté assis là. J'ai attendu, mais elle a continué. Maman, papa, Camilla aussi. Je les ai entendus parler de transférer le chalet, d'essayer de le présenter comme une propriété partagée. Ils voulaient le réparer, puis essayer de le revendre sans te le dire. Je sentais le poids de ses mots. Elle a continué. Sébastien n'arrêtait pas de dire que c'était un atout trop précieux pour le gâcher. Camilla était d'accord. Je pensais qu'ils se défoulaient. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. J'ai demandé, « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» Elle a levé les yeux, le regard fatigué mais calme. Parce que Camilla est venue me voir la semaine dernière et m'a demandé de mentir. J'ai eu un coup de cœur. Mentir sur quoi? La voix de Mel était ferme. Elle voulait que je témoigne que tu lui avais dit que le chalet serait à elle un jour. Que tu avais dit que c'était notre future maison familiale. Elle avait même une déclaration écrite. Prêt. J'avais froid. Mel continua, « Je ne ferai pas ça. Tu as toujours été bon avec moi, et ça, ce n'est pas bien. Il faut que tu saches ce qu'ils sont prêts à faire. » Elle me tendit une enveloppe manille. À l'intérieur se trouvait un échange de courriels entre Camilla, Sébastien et Lassie, daté de plusieurs mois. Ils parlaient du plan de sortie, discutaient de la possibilité de simuler une histoire de copropriété, et écrivaient même que je ne me battrais pas s'ils me prenaient au piège. J'avais envie de vomir. Mel me regarda droit dans les yeux. « Je témoignerai si tu as besoin de moi. » J'acquiesçai, incapable même de la remercier. J'étais bouche bée. J'ai tout donné à Richard. Il lut tout et dit, « On va faire la terre brûler. » Mais le plus fou, c'est qu'on n'était même pas encore allé au tribunal. Le jour de l'audience arriva vite. Nous sommes entrés au tribunal du comté de Flathead avec des cartons de documents. Richard semblait calme comme toujours. J'étais tendu, mais concentré. Sébastien et Lassie étaient assis de l'autre côté de la salle, chuchotant, habillés comme s'ils allaient à l'église. Camilla était assise entre eux, les bras croisés, l'air ennuyé. Il n'avait pas amené d'avocat. J'imagine qu'il pensait qu'il pourrait s'en sortir par la parole. Grave erreur. Le juge a examiné le dossier. Richard lui a remis l'acte original, l'accord notarié, les courriels de Mel, le faux acte de réclamation rapide, et même la déclaration signée de Becky Alvarez reconnaissant avoir été piégé. Le juge a pris son temps pour tout lire, puis a regardé Sébastien droit dans les yeux. « Monsieur, comprenez-vous la gravité de la falsification de titres de propriété et de la tentative d'enregistrement d'un faux titre ?» Sébastien a ouvert la bouche, mais le juge l'a interrompu. « Je ne demande pas un discours, juste un oui ou un non. » Sébastien a dit « oui ». Camilla a tenté de prendre la parole, mais Richard s'est immédiatement levé. « Votre honneur, je voudrais déposer une demande de jugement sommaire immédiat pour tous les dommages, ainsi que de saisine du procureur pour enquête criminelle. » Le juge a acquiescé sans détour, d'un coup de poing devant toute la salle d'audience.
Le juge a statué en ma faveur. J'étais l'unique propriétaire légal du chalet. Il a condamné Sébastien et Lassie à payer 42 680 $ de dommages et intérêts, réparations, nettoyage et frais juridiques. Les frais et les honoraires de justice. Puis il les a renvoyés tous les deux devant une commission rogatoire pour faux documents et fraude immobilière. Concernant Camilla, le juge l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « J'ai vu beaucoup de gens tenter de s'emparer de biens qu'ils n'avaient pas gagnés, mais vous avez tout planifié. Vous avez utilisé votre famille pour falsifier des documents juridiques. Vous avez essayé de manipuler le tribunal. Si j'avais le pouvoir aujourd'hui, je vous jetterais moi-même en prison. » Elle n'a pas dit un mot au tribunal. Dehors, elle a essayé de me parler. Je n'arrêtais pas de marcher. J'avais peur. Elle a dit « D'accord. » J'ai répondu sans me retourner. Je ne voulais pas tout perdre non plus. Mais vous avez tout perdu parce que vous n'avez jamais rien eu. Vous avez juste menti pour vous en approcher. 2 jours plus tard, je lui ai signifié les papiers du divorce. Richard a géré la procédure rapidement. Camilla a de nouveau tenté de réclamer une partie du chalet. Elle a encore échoué. Sébastien et Lassie ne pouvaient pas payer les dommages et intérêts. Ils ont été poursuivis en justice, ont perdu leur appartement de retraite et vivent maintenant dans une petite location en périphérie de Spokane. Leur crédit est ruiné. Plus personne dans la famille élargie ne leur parle. Plus depuis que la vérité a éclaté. Becky Alvarez a perdu sa licence de notaire et a dû payer une amende, mais elle s'en est tirée à meilleur compte. J'ai laissé passer ça. Elle était jeune et bête, pas méchante. Camilla a essayé de se refaire une image, publiant des absurdités tristes sur Facebook à propos de trahison et d'un mari autoritaire qui avait monté sa famille contre elle. Personne n'y a cru, surtout après que Mel a publié les captures d'écran des emails dans les commentaires. Camilla a déménagé dans un autre état quelques mois plus tard. Aux dernières nouvelles, elle travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure à Boise, sous son nom de jeune fille. Encore une fois, tant mieux. Quant à moi, j'ai gardé le chalet, j'ai passé quelques week-ends à le nettoyer, à réparer ce qu'ils avaient cassé, à remplacer ce qu'ils avaient jeté. J'ai accroché une nouvelle pancarte devant le porche. Entrée interdite, sans exception. Mais j'ai aussi appris quelque chose de tout cela. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Je voulais tellement la paix que j'ai ignoré les signaux d'alarme. J'ai privilégié la politesse aux limites. C'était mon erreur. Je ne recommencerai plus. Je vais au chalet presque un week-end sur 2 maintenant, la plupart du temps seul, mais parfois j'emmène quelques amis. Je pêche dans le lac voisin, je coupe du bois jusqu'à en avoir mal au bras, puis je m'installe sur la véranda, une bière fraîche à la main. J'écoute le balancement des arbres, le chant des oiseaux, le doux murmure de la nature qui m'entoure. Chaque fois que j'y suis, un sourire se dessine lentement sur mon visage, car ceux qui ont essayé de me la voler, Camilla, Sébastien, Lassie, ce sont eux qui ont tout perdu. Et moi, je l'ai enfin retrouvé. Pas seulement le chalet, mais quelque chose de plus important. Ma paix, mon amour-propre et la satisfaction de savoir que la vérité a éclaté. Je pense à la façon dont il se réveille chaque jour, fauché, amer et impuissant. C'est dur à avaler quand on a construit sa vie sur des mensonges et des manipulations, et que tout s'écroule. Voilà à quoi ressemble la vraie vengeance. Maintenant, pour la deuxième histoire, je vais commencer par dire ceci, il faut écouter son instinct. Si quelque chose ne va pas, il faut le vérifier visuellement et auditivement. C'est probablement parce que quelque chose ne va pas. Je l'ai appris à mes dépens et je ne referai plus cette erreur. J'espère juste que si vous lisez ceci et que vous vous trouvez dans une situation similaire, vous ferez confiance à votre instinct au lieu de chercher des excuses. Toute cette histoire a commencé quand je me suis marié. Ma femme, Violet, et moi, Ethan, nous nous sommes mariés il y a 3 ans, à 23 ans. Nous étions assez jeunes. Nous n'avions pas grand-chose et nous pensions que l'amour suffirait à nous en sortir. Et honnêtement, ça l'a été pendant un temps. Puis la lune de miel a pris fin. Après cela, nous étions jeunes, stupides et dépassés. Mais petit à petit, nous avons commencé à mûrir et à comprendre les choses. Et, par miracle, nous avons réussi à rester ensemble pendant une période très difficile qui nous a donné l'impression que notre relation était indestructible. Si on avait réussi à surmonter ça, alors on aurait pu surmonter n'importe quoi, non? Eh bien, évidemment non, sinon je ne publierais pas ça. C'est fou comme je pensais qu'on irait jusqu'au bout. Mais tout s'est effondré. Et voilà,
Ce n'était pas progressif, ni une explosion spectaculaire. À vrai dire, je n'ai aucune idée du moment où tout s'est effondré. Tout ce que je savais, c'est qu'en apparence, tout allait bien. Mais il y avait ce sentiment persistant au fond de moi qui me disait que quelque chose n'allait pas. Peut-être était-ce mon intuition, ou peut-être que mon subconscient avait perçu des signaux que j'avais négligés. Quoi qu'il en soit, j'ai ignoré cette intuition. Enfin, je l'ai ignorée la plupart du temps. J'ai essayé de lui en parler une fois. Un soir, après le dîner, j'ai décidé d'aborder le sujet. On était assis sur le canapé et j'ai dit, « Violet, puis-je te demander quelque chose ?» J'ai l'impression de ne pas savoir, comme si quelque chose clochait entre nous, mais je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Quelque chose te tracasse? Quelque chose que je devrais savoir? Elle m'a regardé et m'a souri doucement, comme pour me rassurer. Non, Ethan. Tout va bien. Vraiment, je suis heureux. Je n'étais pas convaincu. J'ai insisté un peu plus. Tu es sûr? Enfin, si tu as besoin ou envie de quoi que ce soit, je veux l'entendre. Je veux que tout aille mieux pour toi. Elle a hoché la tête fermement. Je te promets que tout va bien. Quand on a eu affaire à suffisamment de femmes dans sa vie, on sait que tout va bien ne veut pas toujours dire la vérité. Mais là, je l'ai cru sur parole. Je ne pouvais rien faire pour être un meilleur partenaire pour elle. Elle ne voulait rien de plus. Je n'y croyais pas complètement, mais j'ai pris sa réponse au pied de la lettre. Quel homme ne serait pas ravi d'apprendre qu'il est déjà le partenaire idéal? Je pensais être au top. J'aurais probablement continué à vivre dans l'ignorance sans une coïncidence totale. Un de mes amis, Lévi, faisait une course en ville lorsqu'il a cru reconnaître Violet. Elle se tenait devant un immeuble, comme si elle attendait quelqu'un. Lévi a dit qu'il était allé lui dire bonjour. C'est là qu'il l'a vu enlacer un type qui sortait de l'immeuble. C'était un homme plus âgé, Maverick Smith. D'après Lévi, dès qu'il les a vus enlacer, il a sorti son téléphone et a commencé à les filmer de loin. J'ai vu la vidéo. Je l'ai regardée une douzaine de fois, essayant de me convaincre que ce n'était pas Violet, mais si. Impossible de me leurrer. Dans la vidéo, je la voyais se blottir contre le torse de ce type alors qu'il marchait dans la rue. Il avait son bras autour de sa taille, ce qui rendait douloureusement évident ce qui se passait entre eux. Personne ne serre un ami ou un proche dans ses bras comme ça. Lévi est resté à bonne distance et a utilisé le zoom de son téléphone. La vidéo était floue et tremblante, mais le cadre était maintenu. Ils ont flâné tranquillement pendant 7 minutes avant d'atteindre leur destination. Même si la vidéo était bouleversante, je ne peux m'empêcher de respecter l'engagement de Lévi à démasquer Violet et à m'assurer de la vérité. Il les a maintenus concentrés tout le temps. Et même s'il a dû les suivre aussi longtemps, il a fait tout son possible pour que je sache ce qui se passait dans mon mariage. La vidéo se termine sur eux deux entrant ensemble dans un restaurant. C'était un endroit cher, le genre d'endroit où nous n'allions qu'une fois tous les 2 ou 3 mois. Quelque chose dans tout cela m'a mis en colère. Était-elle avec cet homme plus âgé pour l'argent? Oui, je n'étais pas riche, mais nous vivions bien. Je subvenais à mes besoins et je travaillais constamment à m'améliorer pour nous offrir à tous les deux une vie meilleure. N'était-ce pas suffisant pour elle? Lévi était venu me montrer la vidéo en personne. Il voulait m'appeler dès qu'il les verrait entrer dans le restaurant, mais comme il était si loin, il craignait qu'il ne soit plus là avant mon arrivée. Il pensait que ça ne valait pas la peine de me faire partir à la va-vite. Il a dit que ça ne lui semblait pas juste de l'envoyer par téléphone, alors il est venu directement. Je me souviens avoir été complètement abasourdi en la voyant. Il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait dans cette vidéo. Elle avait rencontré un type devant son appartement et ils étaient allés manger dans le coin. Elle est probablement retournée chez lui après. Elle avait une liaison avec un certain Maverick Smith et j'en étais certaine. Ce n'était pas le genre de situation où l'on peut dire que ce n'est pas ce qu'on croit. Elle avait perdu tout bénéfice du doute, car elle ne m'avait jamais dit qu'elle allait manger avec qui que ce soit. Si elle l'avait fait, j'aurais supposé que ce n'était pas ce qu'on pensait. Une partie de moi n'arrivait pas à croire qu'elle ferait ça. On s'est tellement battu pour notre relation. On a surmonté tant d'épreuves ensemble, et elle a tout gâché. Mais il y avait aussi une autre partie de moi qui se disait, je te l'avais bien dit. Celle qui me lançait tous ces signaux, mais que j'ignorais. J'avais presque l'impression que tout était de ma faute, mais je savais que le seul fautif, c'était celui qui m'avait trompé. On ne peut pas vraiment se reprocher les actes d'un partenaire infidèle, on n'a aucun contrôle là-dessus. Lévi était là pour moi tout du long.
Je me suis défoulé, je me suis plainte, et il s'est contenté de m'écouter. Il m'a donné de bons conseils et du soutien quand j'en avais le plus besoin. Il m'a dit que je devais la confronter au plus vite. Je savais qu'il avait raison. Quand Violet est rentrée plus tard, elle a essayé de me prendre dans ses bras et de m'embrasser comme à son habitude. Je l'ai doucement repoussée. Il faut qu'on parle, ai-je dit doucement. Elle a semblé complètement décontenancée, figée une seconde, comme si elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au salon et me suis assise sur le canapé. Elle m'a suivi lentement et s'est assise à côté de moi. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé de nouveau, plus inquiète. Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti mon téléphone, ouvert la vidéo et l'ai jeté sur ses genoux. Au début, elle a semblé confuse, les sourcils froncés, essayant de comprendre. Mais j'ai senti le changement dans son langage corporel. Sa façon de se tendre, sa respiration qui a changé lorsqu'elle a compris ce qu'elle regardait. Puis est arrivée la phrase que j'attendais. Chérie, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Cette phrase m'a mis en colère. Non pas parce que ça m'a surpris, mais parce que ça ne l'était pas. J'avais déjà anticipé que ce serait la réponse générique que j'obtiendrais en la confrontant. Et ça m'a énervé qu'elle ait encore le culot de l'utiliser comme si c'était le code de triche que tous les menteurs pensent efficace. Ce que ça avait l'air d'être était déjà assez grave. Elle aurait dû m'en parler d'elle-même avant que j'en arrive là. Je suis resté silencieux, la fixant du regard, et j'ai dit, vas-y, parle. Je voulais entendre quelle histoire elle avait inventée. Elle a hésité un instant, puis a marmonné, c'est juste un vieil ami. On s'est croisés par hasard. Elle a dit qu'ils prenaient juste des nouvelles, qu'ils étaient allés au restaurant pour discuter, que ce n'était pas ce qu'il semblait. Je l'ai regardé fixement. Tu prenais juste des nouvelles, ai-je demandé lentement. Tu t'attends à ce que je croie ça? Elle a hoché la tête, les yeux écarquillés comme ça pour rendre la chose plus crédible. Oui. On s'est croisés et on a juste discuté. Pourquoi avais-tu l'air si à l'aise avec ce vieil ami, Violet, ai-je demandé en me penchant en avant. Tu l'embrassais presque dans la rue. Dans la vidéo, le type avait une main qui te tenait les fesses. Comment expliques-tu ça? Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Elle est restée assise là, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle voulait parler, mais ne savait pas par où commencer. J'ai secoué la tête. Comment ça n'avait pas l'air de ça? Elle cligna des yeux, puis me prit la main comme si j'allais l'apaiser. Arrête tes conneries, dis-je en retirant ma main. Tu n'as pas croisé ce type. Lévi te vit debout devant l'immeuble, attendant visiblement qu'il descende. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Je ne lâchai pas prise. Et explique-moi ça. Violet, comment es-tu censé être ami de longue date avec un type qui a presque le double de ton âge? Je peux t'expliquer. Elle balbutia, la voix brisée. C'est juste quelqu'un que je connaissais. Elle s'arrêta net. Même elle n'y croyait pas. Je la voyais fouiller dans son cerveau, essayant de trouver un mensonge qui pourrait tenir, mais elle ne trouvait rien. Elle tâtonna encore quelques secondes, puis abandonna, s'affaissant en avant et enfouissant son visage dans ses mains. Les pleurs commencèrent alors. De gros sanglots dramatiques qui autrefois m'auraient brisé le cœur. Mais pas cette fois. Cette fois, ça ne m'a pas ému du tout. Je l'ai observée et j'ai pensé, elle ne regrette rien. Elle a juste peur de s'être fait prendre. Quand elle a enfin levé les yeux vers moi, des larmes coulaient sur ses joues et sa voix était basse, vaincue. On peut en parler plus tard? Je l'ai juste fixé du regard. Comme si c'était un petit malentendu qu'on pourrait arranger. Non, ai-je dit en me levant. C'est fini. Elle a cligné des yeux. Quoi? Si tu penses que notre mariage est une blague, je ne vais pas être la chute. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai juste fait le tour de l'appartement pour prendre ce dont j'avais besoin. L'essentiel, des vêtements, un ordinateur portable, quelques dossiers. Je lui ai dit que j'allais rester chez Lévi. Si tu veux, ai-je dit sans la regarder. Tu peux inviter ton vieil ami maintenant. Elle m'a suivi de pièce en pièce, toujours en pleurs. Ethan, s'il te plaît. Tu exagères. Donne-moi une seconde. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai refermé mon sac et me suis tourné vers elle. Je t'ai déjà donné une chance. Tu as menti.
Tu as trouvé des excuses. Puis tu as dit que tu ne voulais plus en parler. Ce mariage ne te tient plus à cœur. Moi non plus. Ça l'a fait pleurer encore plus fort. Mais je n'ai pas arrêté de faire mes valises. Ces sanglots bruyants ne m'intéressaient plus. J'étais trop en colère, trop abasourdi. Elle a tout essayé, plaidant, marchandant, disant qu'elle allait guérir, que c'était un moment de faiblesse. C'était la première fois qu'elle était sur le point de l'admettre. Elle n'a pas prononcé les mots, mais à la façon dont elle l'a dit, d'une voix basse et honteuse, c'était assez clair. Elle avait été infidèle, mais toujours pas de vraies excuses, pas de vérité. Puis est venu le désespoir. J'ai déjà effacé son numéro, a-t-elle dit, la voix tremblante. On pourrait déménager. Repartir à zéro. S'il te plaît, Ethan. Elle m'a attrapé le bras, puis a essayé de bloquer la porte. Lorsqu'elle a commencé à essayer physiquement de m'empêcher de partir, c'est là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». La dernière chose dont j'avais besoin était qu'elle prétend que je la frappe ou la poussais. Nous savions tous les deux comment se passerait cette histoire. Je ne me laissais pas protéger. Mais la caméra ne l'a pas du tout découragée. Elle continua, jeta ses bras autour de ma taille et essaya de me retirer. Il y avait un peu de lutte alors que j'essayais de garder mon équilibre et de m'assurer que la caméra attrapait ce qui se passait. Après quelques secondes de lutte, elle a abandonné. Elle me lâcha et recula, puis glissa le mur et s'assit dans le coin de la chambre, sanglotant dans ses mains. C'était pathétique, honnêtement, la regarder se désagréger comme ça. Et non pas parce qu'elle était désolée, mais parce que les choses ne sont pas allées comme elle le pensait. Elle avait perdu le contrôle de la situation. Je me souviens de me tenir là en regardant sa pensée, pourquoi les femmes trichent et agissent-elles comme si vous étiez celle de ne pas vouloir leur pardonner, comme si j'étais censé être la plus grande personne et la réconforter pour le gâchis qu'elle a fait. Nous, les hommes, avons déjà assez de bagages pour transporter des gars avec lesquels ils étaient avant de nous rencontrer. Mais maintenant, je devais avoir le poids. Personne ne devrait pardonner ça. J'ai continué à emballer. La caméra enregistrait toujours, assise sur la commode, inclinée juste assez pour me capturer se déplaçant dans la pièce et ses pleurs dans le coin. J'ai commencé à tout raconter à haute voix, pas à crier, juste en déclarant les faits tels qu'ils se sont produits, comme je leur dis maintenant. Je n'avais pas l'intention de le publier n'importe où. Dieu sait que je ne voulais pas que mon visage flotte en ligne connecté à ce genre de drame. Je l'ai enregistré pour ma propre protection. Elle était déjà devenue physique une fois, et je ne prenais plus de chance. Si elle réessayait quelque chose, au moins j'aurais les images. Quand j'avais fini d'emballer, je n'ai pas dit au revoir, pas même un regard. J'ai sorti la porte, transportant mes sacs dans les escaliers et laissé la clé sur le comptoir. Lévi n'a posé aucune question lorsque je me suis présenté chez lui. Il vient d'ouvrir la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Entrez, mec ». M'a aidé à transporter mes affaires et à installer un endroit pour dormir dans sa chambre d'amis. Il s'est assuré que je mangeais quelque chose aussi. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'étais faim. Il a même pris mon téléphone lorsque Violet a commencé à le faire exploser avec appel après l'appel. Elle était implacable ces premiers jours, envoyant des SMS, appelant, laissant des messages vocaux, disant toujours les mêmes choses. Je suis désolé, Ethan. S'il vous plaît, pouvons-nous parler? Écoutez-moi. Nous pouvons passer à travers cela. Finalement, j'ai répondu à l'un de ses appels. Sa voix était douce, tremblante, comme si elle pleurait encore. Ethan, pouvons-nous parler? J'écoute, dis-je catégoriquement. J'ai juste hésité. Je sais que j'ai gâché, mais pouvons-nous rentrer à la maison et en parler? Nous pouvons passer à travers cela. Nous avons traversé des choses pires. J'ai presque ri. Non, Violet. Nous avons traversé des moments difficiles. Ouais. Mais rien de tel. Ce ne sont pas des factures qui s'accumulent ou un patch approximatif. C'est vous détruire notre mariage et le faire volontiers. Elle était silencieuse comme si elle ne savait pas quoi dire à ce sujet parce que vraiment, que pouvait-elle dire? J'ai arrêté de répondre à ses appels après ça. N'a pas pris la peine d'écouter ses messages vocaux non plus. J'avais fini. J'ai embauché un avocat. Le divorce va se produire, peu importe combien de temps elle essaie de le traîner. Elle cale, refusant de signer quoi signer. Essayez de faire des demandes. Elle a dit, je ne signale rien à moins que nous allions d'abord à la thérapie du couple.
J'ai ri en riant. J'ai ri dur. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à la thérapie avant votre moment de faiblesse, Violet? Il ne reste plus rien à réparer entre nous. Nous nous sommes écrasés et brûlés, et tout ce que je pouvais faire était de ramasser mes propres pièces. Violet a raison de sa menace de retarder le divorce. Elle a sérieusement essayé de refuser le service lorsqu'elle a été servie, comme un enfant jetant une crise de colère. Ensuite, elle a fait une grande scène dramatique pour ne pas signer les papiers, comme si cela allait arrêter quoi que ce soit. Je ne l'ai pas laissé m'atteindre. Je n'étais pas pressé. Je n'allais pas jouer à ces jeux ou lui faire appâter la réaction. Je savais que la loi était de mon côté. Finalement, elle a cessé de calculer. Je suppose que cela l'a finalement frappé que le divorce se poursuivrait avec ou sans sa signature. Et si elle continuait de résister, elle se retrouverait dans une position bien pire. Une fois qu'elle s'est rendue compte, elle a coopéré ou du moins cessé d'obstruction du processus. J'étais content de pouvoir continuer. Mais bien sûr, Violet n'avait pas fini d'essayer de rendre ma vie difficile. Pour commencer, elle a refusé de me donner des informations sur son papa de sucre. Just stonewalled à chaque fois que je le demandais. Pourquoi vous souciez vous-même? Elle a ricané lors d'un appel. Il ne fait pas partie de votre vie. Je n'ai même pas répondu. Elle voulait que je me mette en colère. Elle voulait une réaction. Je n'allais pas lui donner ça. En fin de compte, cela n'avait pas d'importance. L'obstacle n'était pas aussi grand que je le pensais. J'ai trouvé ce type en ligne qui fait de la farouche numérique. Lui a envoyé $50 sur Venmo et lui a donné le peu que j'avais, une photo et une adresse de bâtiment. Quelques jours plus tard, il est retourné vers moi. Le nom de Guy est Martin. Vit à Westchester. Marié, 2 enfants, les 2 adolescents. Bingo. Je me suis assis avec cette information un peu, je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi avait l'impression de passer à autre chose. Lâchez-le. Mais l'autre partie, celle qui devait se regarder dans le miroir chaque matin, savait que je ne pouvais pas laisser cet homme s'éloigner. Il n'a pas seulement détruit mon mariage. Il a détruit le sien. Et il l'a fait en sachant exactement ce qu'il faisait. Alors, j'ai envoyé un message à sa femme. Je l'ai gardé court et respectueux. Je lui ai dit que j'avais des raisons de croire que son mari était impliqué dans ma femme pendant notre mariage. J'ai inclus les preuves, la vidéo, les horodatage, les reçus. Je ne mentirai pas, j'étais nerveux quant à la façon dont elle réagirait. Certaines personnes ne veulent pas de la vérité. Certains préfèrent vivre dans le déni, mais pas elle. Elle m'a envoyé un message, émotionnel, mais reconnaissant. Merci de lui avoir dit. A dit qu'elle avait eu ses soupçons pendant des années, mais n'avait jamais eu de preuves. Cela signifie que je ne suis pas fou, a-t-elle écrit. Merci. Merci beaucoup. Elle a demandé si elle pouvait utiliser la vidéo dans sa propre procédure de divorce. Je lui ai dit absolument tout ce dont vous avez besoin. Il y avait quelque chose de profondément cathartique à savoir que Violet et son amant allaient payer pour ce qu'ils ont fait. Je ne pouvais pas non plus imaginer que son mariage survit à cela. Des hommes comme ce Maverick Smith ne veulent rien de réel avec des femmes comme Violet. Ils recherchent juste quelqu'un de jeune et attrayant pour s'amuser un peu. Et maintenant qu'elle avait aidé à faire exploser son mariage, il la jetait de côté comme la poubelle d'hier. Ironiquement, c'est exactement le genre de choses que Don Draper ferait. De plus, le divorce a été finalisé il y a quelques semaines, et je ne pourrais pas être plus heureux. D'une part, je suis libre de cette femme. D'autre part, la vie de Violet s'est complètement effondrée. Le divorce ne s'est pas déroulé comme Violet l'espérait. Pas même proche. Le juge a vu ses jeux, en particulier son petit coup en essayant de retarder la procédure très tôt. Ça ne s'est pas bien connu. Il a fait quelques commentaires lors de l'une des audiences sur le respect du temps du tribunal, et je pouvais dire à ce moment-là qu'il avait fini de lui donner le bénéfice du doute. Puis vint le problème d'infidélité. C'était le vrai clou dans le cercueil. Nous avions des preuves vidéo de son affaire, ce qui était suffisamment accablante. Mais les choses ont encore empiré pour elle lorsque nous avons rapporté les messages de la femme du Maverick Smith. C'était comme retirer le rideau sur toute la portée des dégâts. Violet n'avait pas seulement détruit un mariage, elle a également détruit. Mon avocat s'est penché fort sur cet angle, la peinte comme égoïste, téméraire et manipulatrice. Il a utilisé tous les outils qu'il avait pour indiquer clairement qu'elle n'était pas la victime ici. Pas même proche.
Votre honneur, a-t-il dit à un moment donné, mon client n'est pas ici en essayant de punir mademoiselle Stevenson. Il veut simplement un résultat équitable. Mais n'oublions pas que mademoiselle Stevenson a fait des choix qui ont détruit plusieurs familles. Elle ne peut pas jouer la victime maintenant et repartir avec plus que sa juste part. Plus Violet a poussé pour quelque chose, de l'argent, des biens, même des meubles, plus mon avocat l'a traîné dans la boue. Son côté devait choisir leur bataille et ils ont perdu la plupart d'entre eux. En fin de compte, elle n'a obtenu que ce qui était vraiment le sien. Sa part de l'argent de notre compte conjoint et ses effets personnels. Elle a également gardé l'appartement, mais honnêtement, ce n'était pas la victoire qu'elle pensait probablement. Je lui ai pratiquement remis. Le loyer était trop élevé pour que je puisse maintenir par moi-même, et je n'avais plus d'attachement émotionnel à l'endroit. Je me souviens avoir dit à Lévi, elle peut avoir l'appartement. Laissez-le saigner à sec. Elle a gagné moins que moi, et je savais qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle pouvait se permettre de suivre cet endroit à long terme. Pas sur un salaire de la garderie. À la surprise de personne, sauf peut-être le sien. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Elle a essayé de s'accrocher à l'endroit, a essayé de poursuivre les apparences. J'espérais probablement Monsieur Maverick Smith ou un autre meunier plongerait et la sauverait. Cela ne s'est jamais produit. Finalement, elle a déménagé. Je ne mentirai pas, j'étais content que l'appartement soit la dernière grande chose qu'elle avait laissée de notre mariage. Le regarder glisser à travers ses doigts ressemblait à une fermeture. Il y a quelques semaines, Lévi m'a donné une mise à jour sur elle. Et, dit-il avec désinvolture. J'ai quelque chose que vous voudrez peut-être entendre. À vous. Ouais, j'ai demandé. Qu'est-ce que c'est? Il sourit un peu. Vous vous souvenez de mon ami, celui dont les mutuelles avec Violet sur le social? J'ai hoché la tête. Eh bien, elle m'a nourri quelques mises à jour. Vous voulez savoir comment les choses se passent pour Violet? Je n'ai pas hésité. Ouais, dis-moi. Il s'avère que les choses étaient pires pour elle que je ne l'imaginais. Elle était à coups brisés, luttant pour rester à flot. Elle s'était trop étendue en essayant de s'accrocher à l'appartement, et cela l'a finalement rattrapée. Maintenant, elle vivait avec sa mère. Cela m'a surpris. Ce n'est pas comme si je détestais sa maman ou quoi que ce soit, mais Violet et elle ne s'entendaient pas. Elle se plaignait constamment. Elle contrôle tellement, dirait Violet. Elle me traite toujours comme une adolescente, et maintenant elle était de retour sous ce même toit. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle n'avait pas d'autres options. J'en ai eu plus de satisfaction que je ne le pensais. Je pensais que je pourrais ressentir une pitié, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas vraiment fait. Puis Lévi a laissé tomber la dernière pièce. Elle a également perdu son emploi, a-t-il dit. Celui-là m'a pris au dépourvu. Quoi? Vraiment? Ouais. A du sens, cependant. La parole a fait le tour du divorce, comment c'était elle qui a triché? Au début, c'était juste des chuchotements entre les parents. Rien de grave. Certains ont même tendu la main pour la soutenir. Il s'arrêta, puis a ajouté. Mais tout a changé quand quelqu'un a découvert qu'elle avait rompu le mariage du Maverick Smith. Il s'avère que les parents ne sont pas trop désireux de laisser leurs enfants avec un naufrageur à domicile. C'est le mot que Lévi a utilisé, homewrecker. Et je me souviens avoir ri quand il l'a dit. Elle n'est pas exactement le genre de modèle que vous voulez autour des tout-petits, m'a-t-il dit. Apparemment, les potins s'étaient répandus rapidement, plus vite que Violet ne le pensait probablement possible. Au début, ce ne sont que des rumeurs qui se sont découlées tranquillement entre quelques mamans à l'heure du ramassage. Chuchotements, regards, rien de majeur. Quelques-uns ont même montré sa sympathie au début, pensant que j'avais peut-être fait quelque chose pour la chasser. Mais une fois que les détails sont sortis, une fois que les gens savaient que c'était celui qui non seulement eut une liaison, mais a aidé à détruire le mariage d'une autre femme, c'était tout. Certaines mamans sont même allées jusqu'à dire qu'ils ne se sentaient pas à l'aise d'avoir du Violet autour de leur mari pendant le ramassage. Elle ressemble à du type qui flirterait pour voir si elle le pouvait. Une maman a apparemment dit, lorsque suffisamment d'entre eux se sont regroupés et ont exprimé leur plainte à la garderie, c'est devenu un problème que la direction ne pouvait ignorer. Perdre du personnel est une chose. Perdre des clients, les familles est autre chose. Alors, ils l'ont laissé partir comme ça. Lévi m'a dit des bières une nuit. Il m'a versé un autre et a dit, vous entendez parler de la garderie? J'ai haussé un sourcil.
Quoi maintenant? Elle est sortie. Ils l'ont tirée la semaine dernière. J'ai juste hoché la tête. Je n'ai même pas prétendu être choqué. Je ne me sentais pas désolé pour elle. Pas du tout. Si quoi que ce soit, cela m'a fait me sentir mieux. J'étais inquiet, vraiment inquiet, qu'elle s'éloignait de tout cela sans conséquence. Qu'elle avait détruit nos vies puis a atterri sur ses pieds. Mais non, Karma était venu la chercher encore et encore. Tout ce qu'elle avait à faire était le résultat direct de ses propres choix. Ses mensonges, sa trahison, son imprudence. Personne ne lui a fait ça. Elle l'a fait. De mon côté, les choses se remettaient lentement en place. Lévi avait été un vrai ami à travers tout cela. Je ne me suis jamais plaint une seule fois que je m'écrase chez lui. Même lorsque j'ai dépassé mon accueil de quelques semaines. Couche est toujours à toi, m'a-t-il dit. Ne montez pas la télécommande. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je ne voulais pas. J'ai donc commencé à chercher un endroit. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de pratique, quelque chose que je pouvais me permettre sans transpirer sur le loyer chaque mois. Finalement, je l'ai trouvé. Un bel appartement, juste de la bonne taille pour un célibataire, une chambre, un peu de balcon, une cuisine décente où je pouvais cuisiner à nouveau de vrais repas. Plus important encore, il était assez bon marché à maintenir par moi-même. Pas d'étirer mon budget, pas de prétention de vivre un style de vie que je ne pouvais pas me permettre. Je n'allais pas me mettre en faillite pour la fierté. C'est le genre de pensée qui a gardé Violet coincée dans cet appartement trop cher jusqu'à ce qu'il la saigne. Quant à Violet, elle ne m'a plus contacté. Pas un SMS, pas un appel, rien. Et j'ai cessé de me soucier. Je l'ai vraiment. Elle n'est plus ma femme. Elle n'est même pas mon ex. Pas dans mon esprit. C'est juste une femme qui était dans ma vie. Et maintenant elle ne veut rien dire pour moi. J'ai le reste de ma vie à espérer, et je vais le vivre sans elle.